Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo où je vais parler décodeur, et plus particulièrement le switch décodeur 10836 de Rocco. Alors, un membre de la communauté, Fred, que je remercie, m'a envoyé un exemplaire du switch décodeur. Donc là, on a la boîte et puis là, on a l'appareil. Parce qu'il voulait que je fasse une vidéo d'analyse, comme j'ai pu faire pour le 10836 et pour la version dont je me souviens plus du numéro, mais sur le signal décodeur, le 10837 du coup. Alors, le 10837, je vais être amené à faire une vidéo plus en détail un petit peu plus tard quand je vais mettre en place la signalisation, mais bon, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. En tout cas, je tiens à remercier parce que du coup, on va pouvoir faire un petit peu l'analyse de ce boîtier. Et en propos liminaire, avant de continuer, on a des choses qui sont communes à l'ensemble de l'architecture Z21, à savoir un boîtier qui est exactement le même que le boîtier, par exemple, du 10808. Même taille, même encombrement. Ce qui va changer, c'est la sérigraphie et l'implantation des deux côtés des différents connecteurs. Alors, il y a aussi un fait majeur, c'est que Rocco et Zimo, puisque tout ça, ça a été développé par Zimo et pas par Rocco, ont choisi une architecture à base de microcontrôleurs. Alors, c'est dans la gamme Cortex. Alors, il y a des M0, des M1, des M4. Le seul problème, c'est que ce genre de microcontrôleur, de microprocesseur, ce qu'on peut quasiment appeler ça un microprocesseur, il y a des problèmes d'approvisionnement. Et donc, ces problèmes d'approvisionnement sont dus à de multiples facteurs. D'une part, une très forte demande. D'autre part, des pénuries de fabrication. Et enfin, des restrictions de fabrication qui courent toujours et qui, depuis 2019, courent toujours. Donc, il y a un vrai problème d'approvisionnement de la supply chain sur ce genre de composants. Et donc, du coup, les références sont vendues au compte-gouttes. Alors, c'est un petit peu bizarre, c'est que par exemple Rocco a lancé un mois grand discount sur leur architecture et ils n'ont plus aucune référence de disponible. Alors, il y a deux possibilités pour ce grand discount. Ou c'est un grand discount parce qu'ils veulent vider leur stock pour récupérer du cash, ce qui est possible. Ou ils font un grand discount parce qu'ils ont bien conscience que les problèmes d'approvisionnement sont de plus en plus prégnants et donc ils veulent mettre en place une révision de leur architecture et donc d'abord se débarrasser des stocks existants. L'une des deux explications est certainement la bonne. Maintenant, je n'ai pas au jour d'aujourd'hui, même si on dit pas ça, on dit plutôt aujourd'hui, je n'ai pas d'explication, en tout cas je n'ai pas de piste, et je ne sais pas quelle est la piste la plus solide. Tout simplement, ce que je peux dire, c'est que effectivement, ces processeurs qui sont fabriqués par Texas Instruments notamment, et par les fondeurs européens sont en rupture de stock sur des délais qui sont totalement irraisonnables pour pouvoir justement avoir une vente correcte et soutenue. Alors ensuite, après, la deuxième particularité de ce switch décodeur, c'est qu'il a la capacité de pouvoir piloter 8 effecteurs. Et je crois que ça en fait un peu un objet unique. Pourquoi ? Parce que en règle générale, les décodeurs de fonction pour les effecteurs ont une congruence de 4 et non de 8. Rocco a décidé de concentrer plus de commandes et donc d'avoir un système qui, par rapport à la norme RCN 213, donc, fait en fait qu'on a 2 décodeurs de fonction en un. Alors c'est assez atypique comme choix, vous allez voir que ça va avoir des conséquences
quand on va parler de la configuration de ce machin, parce qu'effectivement, quand on veut rester avec un adressage compatible RCN 213, eh ben, on va avoir 2 adresses accessoires contiguës qui vont être utilisées, et ça peut impacter la façon dont on configure le système, et surtout la façon dont on comprend comment le système se configure, parce qu'il y a quelques subtilités avec cet appareil, et on aura l'occasion de le voir. Ensuite, après, l'autre chose qu'on peut constater, c'est que ils utilisent un port Z-Link. Donc exactement comme le 10837, on n'a pas de transfert CAN ici. C'est dommage, mais ça s'explique aussi par l'encombrement des 2 côtés qui ne permettent pas de pouvoir mettre 2 ports RJ45 pour pouvoir câbler en CAN. Donc du coup, pour avoir de la connectivité et une possibilité de connectivité sans être obligé de passer par le système numérique, notamment pour la mise à jour des firmware, eh ben, on a la possibilité d'utiliser la prise Z-Link avec le boîtier Z-Link qui vient apporter une connectivité Wi-Fi sur le réseau Wi-Fi de votre maison, et donc permettre une mise à jour plus rapide. Mais en plus, ce module Z-Link, une fois branché, permet de pouvoir accéder de façon peut-être plus ergonomique aux différentes fonctions de configuration, au lieu de passer par des pressions successives sur le bouton prog, ce qui est toujours très très aléatoire. À noter aussi que ce boîtier, en ayant du coup une connectivité Wi-Fi et en se connectant à votre réseau domestique qui comporte du Wi-Fi, il a 2 autres avantages. Le premier, c'est que vous pouvez le configurer via Rycom avec le logiciel Z21 Maintenance Tool, et donc du coup avoir une programmation beaucoup plus graphique, et notamment une programmation qui peut se faire aussi via l'application Z21 sur votre smartphone ou votre tablette. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction, qui est déjà un petit peu longue sur ce boîtier. Maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail l'électronique. Alors, on va rester très soft, hein. Je ne vais pas commencer à vous faire de la rétro-engineering, je vais faire comme avec les autres boîtiers, vous expliquer les grandes zones, vous donner un petit peu mon impression, et ensuite, après, on passera sur la dernière partie, sur la mise en œuvre, le test et la configuration. Alors, je ne sais pas si je vais faire 1 ou 2 vidéos, ça va dépendre de la longueur que j'aurai prise pour expliquer les différentes choses. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est bien parti pour maintenant commencer l'analyse du boîtier. Alors, une fois qu'on a enlevé la partie supérieure et qu'on a déclipsé, on constate un PCB qui est quand même bien peuplé, et c'est un PCB qui est peuplé que sur une seule face, parce que quand on regarde l'arrière, on a des pistes, hein, mais par contre on n'a pas de composants, ce qui est normal. À noter qu'il y a quelques points de test ici qui permettent certainement de vérifier les signaux. L'autre fait intéressant, c'est que là ici, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, il est marqué Switch Decoder version 4, donc c'est la 4e révision de ce circuit, c'est assez intéressant pour être noté. On retrouve des éléments qui sont communs à toute l'architecture, c'est-à-dire ici des LED d'affichage que l'on voit là, donc 1, 2, 3, 4, qui correspond aux 4 LED statut, error, data et programme. Ensuite, après, on a donc nos 4 ports nord et sud, ainsi que l'alimentation DCC et power. À noter que ce circuit ne peut s'alimenter qu'en courant continu. On ne peut pas l'alimenter en courant alternatif, sinon on crame. Il n'y a pas d'étage de redressement sur ce modèle. Alors, effectivement, on a ici le centre de la bestiole, qui est un processeur, qui est donc, son petit nom, c'est un 845 M301, donc qui est sur une architecture 32 bits, ARM Cortex M0, qui comporte quelques petites particularités. D'abord, il a 64 kg de flash,
pour son programme. Il a 16 kg de RAM et il est cadencé par un oscillateur externe, un quartz, qui lui donne une cadence de 12 MHz et non de 30. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que ce processeur ne tourne pas à sa cadence maximale, il est en cadence réduite, certainement pour limiter la consommation. Donc, c'est un chipset qui est fabriqué par NXP, et on constate un délai de 48 semaines avant la disponibilité de ce produit au moment où je tourne la vidéo. Donc autour de ça, on a différents éléments qui sont relativement simples. Ici, on a un étage de régulation pour le processeur et de gestion de ces lumières. On a aussi ici des passifs et quelques actifs pour le découplage du SATA qui sert de prise pour le Z-Link. On a ensuite, après, ici, quelques redressements pour pouvoir fournir justement donc la tension au microprocesseur. Ici, quelques régulations pour effectivement ces affichages. Et ensuite, après, là, on a des diodes de roue libre et ici, certainement, des ponts en H de puissance qui permettent de pouvoir faire la commutation des différents effecteurs qu'on va brancher. Donc, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que ici, on a un dispositif, somme toute, très, très commun pour la commande et la commutation, le tout qui est piloté directement par la sortie du microprocesseur. On a aussi ici, certainement, à ce niveau-là, l'étage Railcom. Bon, je n'avais pas fait une analyse très très précise, mais globalement, voilà ce qu'on peut dire. On a donc l'arrivée ici du DCC, le décodage Railcom pour le microprocesseur, ici un étage de régulation, un étage de filtrage pour cette prise-là, un input ici qui va au microprocesseur, et étage de puissance avec diode de roue libre de chaque côté. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce circuit qui est, ma foi, assez propre. J'ai été quand même assez étonné de la population globale, parce qu'il y a quand même pas mal de composants. Mais c'est vrai que quand on compare avec une architecture plus, on va dire, plus ancienne et plus traditionnelle, on se retrouve très très vite avec des différences flagrantes. On est sur une architecture à base de microprocesseurs beaucoup plus moderne, du Cortex M0. Bon, alors j'avais dit que c'était du Texas Instruments. Sur ce modèle-là, il n'y a pas de Texas Instruments. Là, c'est NXP, et NXP, c'est une boîte américaine, mais qui a exactement les mêmes problématiques de fourniture que Texas Instruments, donc, ou que d'autres fabricants européens. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de l'électronique PCB noir, assez classe, plutôt bien réalisé. Là ici on voit bien derrière qu'on a un plan de masse commune, donc capable de pouvoir gérer 2 ampères au global, 2 ampères par sortie, mais 2 ampères global, avec un pic à 2 ampères et demi. Bon, c'est un circuit qui est, somme toute, assez bien conçu, assez propre. Bon, le fait qu'on soit sur une 4e révision montre qu'il y a eu certainement des améliorations en termes de développement. Voilà globalement le fonctionnement de ça. Moi, je pense que c'est plutôt un modèle qui est assez intéressant. Maintenant, c'est vrai que le fait d'avoir fait ce choix, d'avoir une congruence à 8 sorties, à la fois c'est bien, parce que ça permet de limiter le nombre de boîtiers
à équiper. Maintenant, c'est très problématique quand vous avez des zones avec peu d'aiguillage, que ce soit une bretelle ou une zone de transfert, et que ensuite après vous deviez avoir énormément de distance avec les autres aiguillages, parce que effectivement, quand on est en mode impulsionnel, je pense notamment au pilotage des moteurs à électroaimant, eh bien ça veut dire qu'on risque de devoir faire transiter des signaux impulsionnels, donc à fort champ et à forte capacité de perturbation électromagnétique, loin du boîtier, alors que dans l'idéal, ce genre de boîtier doit être mis au plus proche des effecteurs pour justement limiter la distance entre les sorties et l'électroaimant, l'effecteur ou le moteur à piloter. Bon, c'est la remarque que je pourrais faire, et c'est une vraie question qu'on peut avoir effectivement sur la pertinence et le choix de la congruence en fait du nombre d'effecteurs qu'on va piloter sur une machine. C'est que effectivement, économiquement, ce boîtier étant vendu une centaine d'euros, et ben face à un boîtier de chez LDT, par exemple un SDEC4 ou un SADEC4 qui sont vendus 50 euros, mais qui n'ont que 4 sorties, et ben, finalement, l'équipement avec un switch décodeur n'est pas plus cher, malgré le fait qu'effectivement, ce soit un équipement qui soit plus moderne que le SADEC ou le SDEC de chez LDT, et qui en plus bénéficie des derniers raffinements, à savoir notamment Ralcom, qui pour la programmation et l'interrogation lors de la configuration est très utile. Après, pour le reste, c'est beaucoup moins important, mais il est en capacité d'utiliser le cutout Ralcom, notamment pour ses phases de programmation, et ça, c'est quand même assez intéressant, parce que c'est quand même plus ergonomique que de devoir passer stricto sensu par la RCN 213, c'est-à-dire la programmation de CV, et donc c'est moins responsive. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ensuite, après, en termes d'alimentation, eh ben, ça s'alimente en courant continu de 12 à 20 volts. Donc ça, c'est une donnée qui est très importante. Il peut aussi, le cas échéant, être directement alimenté par le DCC, ce que moi, à titre personnel, je vous déconseille, parce que ça veut dire que quand vous commutez un aiguillage ou une série d'aiguillages, une route qui va vous tirer 2 ampères, et ben ça va vous tirer 2 ampères sur le DCC, et le courant DCC étant très cher, et ben ça va diminuer d'autant la capacité de pouvoir piloter vos machines. Donc vraiment, l'équipement et le pontage power sur DCC doit vraiment être réservé aux très petits réseaux ou à des zones très particulières, peu utilisées, notamment l'accès à des embranchements privés ou à des grilles qui ne vont pas nécessiter des commutations très importantes, notamment lors des grosses circulations. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la description de ce switch décodeur 10836. Bon, comme je le pensais, la vidéo sera trop longue si je couple les deux, c'est-à-dire la présentation et ensuite après les tests. Donc je ferai une deuxième vidéo dans un second temps sur le test de ce module en conjonction avec Z-Link et avec un moteur MP5. Parce que j'ai pas de moteur à électroaimant hors site, et je vais pas commencer à tirer des câbles et tout, ça va être trop compliqué. Donc on fera des tests avec un MP5 et la configuration avec Z-Link dans une autre vidéo, parce que sinon cette vidéo va prendre beaucoup trop de temps. Qu'est-ce que je peux dire globalement en conclusion vis-à-vis de tout ça que je n'ai pas déjà dit, sans forcément trop me répéter? La gamme des effecteurs de Rocco est très propre, très bien faite, très bien conçue. Et globalement, moi, je dois dire que Zimo a fait du bon travail globalement sur la topologie Z21. C'est cohérent. Alors maintenant, il y a plein de trucs, il y a plein de remarques qu'on pourrait faire, et qui notamment nous interpellent quand on regarde un peu plus en détail. C'est notamment cet héritage très lourd que portent les systèmes DCC actuels, à savoir le fait notamment que il y a des pratiques qui font que
ça pousse d'un côté à la consommation au booster, puisqu'on va consommer du courant DCC, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, mais aussi le fait d'utiliser ces boîtiers-là fait que dans ce système, d'un point de vue ontologique, on vient mélanger les signaux de pilotage des trains, des signaux de pilotage des accessoires, ce qui, pour une bande passante relativement limitée du protocole DCC, est un vrai problème quand on commence à avoir des réseaux étendus. Et c'est vrai qu'on aurait pu penser que Rocco et Zimo, d'une certaine manière, enfin Zimo puis Rocco d'une certaine manière, aient profité du fait de créer la Z21 pour justement régler ces problématiques en découplant les bus et en permettant notamment, puisqu'ils utilisaient le CAN, de faire passer les commandes accessoires, non pas par le DCC, mais par le CAN, ce qui, à mon avis, aurait été beaucoup plus profitable, parce que du coup, ça permettait de libérer le bus DCC. C'est un peu le talon d'Achille de toutes les architectures actuelles présentes sur le marché et commercialisées sur le marché. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger dans le cas où on a un switch décodeur avec 8 routes, comme celui-là, avec une possibilité de faire une route à 8 effecteurs. On peut se poser la question, effectivement, de la consistance de l'ordre et de la façon dont l'ordre va pouvoir être exécuté. Alors après, avec un processeur comme celui qui est équipé, c'est-à-dire un NXP 845 M301, qui est quand même pourvu de 64 kilobits de mémoire et de possibilité d'avoir une gestion, en fait, et plus intelligente que peut l'avoir les systèmes concurrents, je pense notamment à LDT que je connais. Bon, c'est sûr que ça laisse plus de chance, en fait, au boîtier d'avoir le temps d'exécuter l'ensemble des ordres par rapport au flux qu'il reçoit. Néanmoins, moi, je conseillerais quand même, quand on commence à avoir plus d'une cinquantaine d'aiguillages sur son réseau, qui correspond quand même à un nombre d'effecteurs important, bah justement de séparer le bus traction du bus accessoire avec effectivement 2 centrales, sachant que le bus accessoire n'a pas besoin d'avoir beaucoup de puissance, puisqu'on ne va pas utiliser la puissance. Donc une centrale qui délivre 2 ampères comme une Z21 blanche par exemple, bon marché, peut très bien s'occuper d'être l'ordonnatrice des ordres sur le DCC accessoire, pendant que vous réservez un système plus pimpé pour la traction, avec des décodeurs, des boosters, quand bien même la topologie avec booster dans les systèmes actuels est loin d'être optimale, et que ça contrevient qu'il faut être prudent vis-à-vis notamment de la norme IEC liée à l'utilisation des appareils électriques pour des applications comme le modélisme ferroviaire. Donc effectivement, moi j'ai beaucoup d'attentes avec un système qui est en cours de fabrication, qui est le système de Mew, parce qu'effectivement, on a pas mal de réponses à apporter par rapport à ça. Mais c'est vrai que là, sur ce test-là, on voit un peu le dénominateur commun qu'il peut y avoir entre effectivement l'ensemble des produits de la gamme Z21, ce qui montre quand même que globalement, c'est un ensemble de produits qui sont bien finis et conçu dans le même esprit. Voilà, je tiens à remercier particulièrement Frédéric, de m'avoir envoyé ce module. Donc on va faire une deuxième vidéo sur les tests et les fonctionnalités. Là, ça va vraiment être lié à la présentation. Merci énormément, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne. Bienvenue à Wixenheim. Merci à toutes les personnes qui font des dons sur la plateforme Tipeee. Grâce à vous, j'ai pu acheter du matériel qui n'était pas fourni par nos partenaires, notamment chez un artisan qui s'appelle ABCYP, et qui va être reçu dans quelques jours. Je pourrais en faire la présentation sur les projets nomades. Les vidéos nomades ont pris un peu de retard parce que j'ai eu un setback
J'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard, ça va pas être l'objet de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux. Mais si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, profitez-en, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à consulter la playlist digitale où va se trouver cette vidéo. Il y a pas mal de vidéos d'explications sur le digital. Vous y verrez aussi l'évolution et l'évolution de la vision et de la façon dont j'aborde le digital entre une vision très naïf et très néophyte à maintenant depuis les 4 ans de la chaîne. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissensheim, pour la suite du projet Nomade. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, faites du train. Ciao!